Alors, je continue. Oh là là. Donc, voilà. Et c'est la photo qu'on a fait faire aux archives départementales. Un jour où on était très très studieuse, voyez-vous, en train de chercher des choses sur Jean Fouquet. Ça. Qu'est-ce qu'il va te faire? Donc, alors, un grand merci bien sûr à Jean-Marie, notre président, et à tous les administrateurs pour avoir mis en œuvre la publication de ce travail. Ça marche pas? Si, on Si. Donc, merci aux archives départementales, bien sûr, aux archives municipales. Et je tiens à dire merci à tous nos prédécesseurs tourangeaux depuis le 19e siècle qui ont cherché sur Jean Fouquet déjà, et aux chercheurs scientifiques actuels. Voilà. Hop. Alors, je passe la parole maintenant à Yvelette. Alors, je vais remonter en 2012. Donc, en 2012, il y a eu au Musée des Beaux-Arts, à Tours, une exposition qui s'intitulait « Tours 1500, capitale des arts ». Il s'agissait de montrer dans cette exposition le bouillonnement des artistes qu'il y avait eu à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, artistes qui avaient été amenés en Touraine par la présence des rois, Charles VII, Louis XI pour le XVe et puis tous les autres après. Alors, Hélène et moi, nous avons fait partie de l'équipe qui organisait cette exposition. Et Hélène, par exemple, a dépouillé des monceaux de livres, de revues, les bulletins de la SAT et tout ça, pour noter tout ce qu'on trouvait, tout ce qu'elle trouvait sur les artistes et sur tous les gens qui tournaient autour. Et au passage, elle avait noté tous les Fouquets qu'elle rencontrait, parce qu'on se disait, tiens, un jour, on pourra peut-être faire quelque chose avec tous ces Fouquets, les ramener à la famille du peintre. De mon côté, j'ai dépouillé alors aux archives départementales toutes les minutes des notaires, depuis le début, c'est-à-dire 1462, hein, c'est loin dans le XVe siècle déjà, jusqu'en 1530. Et là, j'ai fait comme Hélène, j'ai noté tous les artistes que je rencontrais, tous les gens, leurs épouses, enfin tout ce qui pouvait les concerner, et aussi tous ceux qui portaient des noms d'artistes, et en particulier tous les gens qui s'appelaient Fouquet. Même si c'était pas Jean Fouquet, mais il y avait quand même beaucoup de Fouquet. Bon, voilà. Et puis, ça s'est presque arrêté là, sauf que quand même, vous vous en souvenez peut-être, nous avons fait à ce moment-là, après l'exposition, quelques articles dans notre bulletin Touraine Généalogie, sur des artistes, ou sur telle ou telle famille d'artistes, et c'était à la suite, si vous voulez, des recherches que nous avions faites pour cette exposition. Bon. Et puis, il y a 2-3 ans, Hélène me dit, dis donc, on a toujours tous ces Fouquets là qu'on a en réserve, on n'a jamais essayé un jour de voir ce qu'on pourrait en faire, on pourrait peut-être revoir toutes ces pièces du puzzle, si on peut dire, et puis essayer de voir si on ne peut pas les mettre ensemble. J'ai dit oui, en effet, c'est une bonne idée. Et elle m'a dit, puis tu vois, on pourrait faire un petit article dans le bulletin de Touraine Généalogie là-dessus. Oui, très bien, bonne idée pour un petit article. Bon, mais en fait, le petit article, il fait plus de 50 pages, je crois. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrivait comme ça, partant de presque rien, à plus de 50 pages? Pour plusieurs raisons. Hein. La première, c'est qu'Hélène est passionnée, mais ultra passionnée par ce sujet. Et que je dois dire que de temps en temps, j'étais obligée de la freiner en me disant, là, ça suffit, là, c'est page, là, c'est page. Bon, la deuxième chose, c'est qu'on a voulu en profiter pour remettre Jean Fouquet dans son milieu, c'est-à-dire dans la ville de Tours, où il était né, et où il a travaillé pendant longtemps, et donc essayer de voir son environnement géographique, social, etc. Bon. Et puis, pendant qu'on y était, on a essayé de voir aussi les artistes qui vivaient à ce moment-là à Tours, qu'il a pu connaître, avec qui il a pu travailler, peut-être, certains qui étaient plus jeunes que lui, qui lui ont servi d'aide au début, etc. Donc vous voyez, de fil en aiguille, on est arrivé à élargir un peu notre propos. Et puis on s'est dit aussi, quand même avec les progrès des techniques informatiques, avec tous les relevés qu'il y a maintenant, les facilités qu'il y a, les index divers et variés, on pourrait peut-être quand même, arriver plus facilement à rejoindre tous ces Fouquets entre eux.
De sorte que nous avons pensé qu'on allait reprendre tout ça à partir de zéro, et puis on a cherché des choses sur sa famille, sur son travail, sur sa maison, etc. Et donc finalement on a fait le point un peu sur tout ce qu'on a fait. Mais je voudrais insister sur une chose. Parce que comme l'a dit Hélène tout à l'heure, depuis le 19e siècle, il y a plein de gens qui sont intéressés à ces artistes, en particulier à Jean Fouquet, qui est quand même un des maîtres de cette époque-là, et ces gens-là ont souvent émis des hypothèses qui considéraient presque comme valables, ou presque justes, et puis c'était pas toujours très précis au point de vue scientifique, si on peut dire. Donc nous avons été très fermes là-dessus. Nous avons fait le point sur ce qui est connu de Jean Fouquet à Tours, aussi bien pour son travail que pour sa maison, que pour sa famille, etc. Et nous avons certes fait aussi des hypothèses, en particulier en généalogie, je vous en parlerai, mais nous l'avons toujours dit quand c'était des hypothèses, de façon à ce que les choses soient extrêmement claires. Alors, ce que nous espérons, c'est que, eh bien, qu'à partir de cette base, il y a des gens à qui ça donnera des idées pour continuer et peut-être avancer dans les recherches sur cet artiste éminent. Voilà, alors je laisse la parole à Hélène, qui va vous expliquer tout ça, et je vous remercie de votre attention à l'avance et de votre présence. Alors là, je vous ai fait un tableau avec les sources. Et plus bas, je reparlerai de ce que nous savons après. Alors au sujet des sources, les chercheurs tourangeaux du 19e, donc, comme il vient de vous le dire, ont été les premiers à faire un travail considérable dans toutes les archives d'Indre-et-Loire. Ils ont consigné le résultat de leurs recherches le plus souvent dans les mémoires et les bulletins de la Société archéologique de Touraine et autres parutions, facilitant ainsi le travail d'investigation d'autres chercheurs a posteriori et jusqu'à nos jours. Ces chercheurs tourangeaux nous sont bien connus. Je vais vous citer les principaux. Le premier, c'est Jean-Louis Chalmel, 1828. André Salmon, 1850. Charles-Louis de Grandmaison, 1870. Le docteur Giraudet, 1885. Le chanoine Louis-Augustin Bosbeuf, 1897. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais ceux-ci sont ceux qui ont travaillé énormément sur le sujet, et ils sont les premiers. Alors ensuite, les grandes dates de sa vie, je vais vous en parler, les éloges de ses contemporains et la localisation de sa maison et de ses ateliers. Donc il faut savoir que Jean Fouquet a exercé ses talents de peintre sous les règnes de Charles VII et de Louis XI. Alors, les grandes dates de sa vie. Il faut que j'oublie. Voilà. Il faut que je prenne l'habitude de regarder là et pas là. Alors, vous voyez, tout ça, toutes les dates que j'ai marquées, ce sont les dates sûres. On a des preuves dans des documents. Ceux qui sont en jaune, c'est ceux où il y a vraiment quelque chose d'important à dire. Alors, 1415-1420, première certitude, il est natif de Tours. Mais la date est très, très floue. Certainement plus près de 1415. On ignore où Jean Fouquet a pu se former. Certains avancent à Paris dans l'atelier de maître de Belfort, ou à Bourges dans la tradition des frères Limbourg. Et puis aussi en Hollande aussi, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça, c'est des gens qui ont avancé ça. C'est possible, mais c'est pas sûr. En tout cas, dans un milieu d'esprit encore gothique. Ensuite, entre 1443 et 1447, les dernières recherches avancent qu'il est à Rome vers cette date. Le portrait du pape Eugène IV lui est attribué. Il acquiert avec cette œuvre une excellente réputation. Je vous en parlerai plus tard. Dès 1448, la famille de Jean Fouquet demeure Tour des Pucelles, près de la basilique Saint-Martin. Au moins 2 fils vont naître, Louis et François. Alors là, on ne sait pas non plus, soit avant 1445, soit après 1448. Comment a-t-on connaissance de l'existence de ces 2 fils? Alors là, je vais insister là-dessus, parce que le dernier livre que j'ai lu sur Jean Fouquet disait
On ne sait pas qui a dit d'où viennent ces deux fils, bon, que ce n'était pas une information avérée. Or, si, cela est noté dans un texte de Jean Brèche, juriste consul de Tours, qui a écrit un commentaire juridique en latin daté de 1555. Donc, il a entendu parler de Jean Fouquet, et dans ce texte, il dit, alors je vous le dis en français, hein, excellent peintre, excellent entre les peintres, Jean Fouquet de même que ses fils Louis et François. Ça ne peut pas être plus clair. Juillet 1461. Jean Fouquet a été dépêché à Paris pour participer aux préparatifs des obsèques du roi Charles VII, mort le 22 juillet 1461. Cela prouve la confiance qu'on lui a accordée. 1464. Le nom de Jean Fouquet, enlumineur, se trouve parmi une liste de personnes astreintes ou reléguées. Je vais vous en parler aussi un peu plus loin. 1472. Il se rend à Blois pour recevoir une commande de Marie de Clèves, duchesse d'Orléans, pour faire un livre d'heures, certaines histoires et enlumineurs d'or et d'azur. 1474. Il exécute pour Louis XI un modèle sur parchemin pour son futur tombeau qui sera installé à Notre-Dame de Cléry. 1476, une autre date importante, très importante. Un manuscrit de Joseph Flavio, appelé les Antiquités judaïques, fut illustré par des miniatures avant 1476, en partie par Jean Fouquet. Cela est attesté par une note jointe au livre par François Robertet, secrétaire du duc de Bourbon, où il marque « En ce livre à 12 histoires, les 3 premières de l'enlumineur du duc Jean de Berry et les 9 autres de la main du bon peintre et enlumineur du roi Louis le XIe, Jean Fouquet, natif de Tours. » Voilà. Là, on en a la certitude, c'est marqué, 1476, c'est marqué. D'ailleurs, il ajoute à cette occasion, il reçoit 60 livres pour entretien de son état. À partir du moment où on était peintre du roi ou autre chose du roi, on touchait des sous pour le faire vivre. Hein. Alors, malheureusement, avant le 8 novembre 1481, il est décédé. Parce qu'un aveu de 1481 mentionne la veuve et les héritiers de Jean Fouquet, peintre. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du rerégué. Voilà. Alors, le rerégué, c'est faire le guet aux portes de la ville. Et donc, c'était les gens qui avaient déjà un certain niveau de vie, qui étaient chargés de faire ce guet. Alors, je ne sais pas combien d'heures, combien de fois par an, je ne sais pas. Mais là, j'ai donc trouvé ce document en 1464. Alors, elle marche la petite flèche là-haut ? Oui. Alors, il y a marqué, avant minuit, Johan, ou Jehan, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils aiment bien, le jeu ou un E ou un. Fouquet, abrégé, enlumineur, et André de Mauléon, orfèvre. Ça, c'est en 1464. Après minuit, ce sont 2 autres qui prennent la relève. Et alors, c'est assez émouvant de savoir que ce jour-là, avant minuit, il était de garde à une des portes de Tours, avec un de ses amis peut-être, un orfèvre. Vous trouvez pas ça émouvant ? Si, moi je trouve. Alors, les éloges de ses contemporains. Le premier qui en parle, alors je les ai mis tous avant la fin du XVIe, hein, tous les éloges qu'on a relevés. Mais les 2 principaux sont quand même les 2 premiers. Les autres ne font que répéter à peu près. Hein. Alors en 1465, le Filarete, de son nom Antonio di Pietro Averlino, architecte et sculpteur italien, qui signale dans son traité d'architecture les bons maîtres Jean Vanneck, Roger van der Weyden et Fouquet le Français, dont il ne sait s'il est mort, mais qui était très doué pour dessiner après nature. Ça, c'est quand même un sacré éloge. Ensuite, c'est Francisco Florio, en 1466.
Alors lui, c'est un érudit italien qui est venu s'installer à Tours. Et dans son éloge de la ville de Tours, il évoque Jean Fouquet. L'ouvrage est écrit en latin. Ce texte a été traduit par plusieurs tourangeaux, latinistes distingués, c'est comme ça que l'on dit, n'est-ce pas? Ils traduisent tous la même idée. Que Fouquet avait laissé bien loin derrière lui tous ses rivaux, surtout pour le portrait. Il avait alors 21 ou 22 ans. Il nous entraîne au château du Plessis, où il célèbre la gloire du lieu, de la cour royale et du roi Louis XI. Sur le chemin du retour, il s'arrête à l'église Notre-Dame-la-Riche, qui est juste à côté d'où habitait Fouquet, magnifiquement ornée de peintures, et notamment celle de Jean Fouquet, dont il souligne le grand talent. Je vois combien Jean Fouquet l'emporte sur les peintres de tous les siècles. Le magique pinceau du maître avait le pouvoir de donner la vie aux figures humaines. Ce Fouquet dont je parle est un citoyen de Tours qui surpasse en talent non seulement tous ses contemporains, mais encore les peintres anciens. Pour moi, je m'estimerais trop heureux de mon partage si je pouvais atteindre par mon langage à la hauteur du mérite des chefs-d'œuvre sortis de son pinceau. C'est merveilleux, non? Alors, il rappelle que le peintre a exécuté dans sa jeunesse le portrait du pape Eugène IV. Et il dit, c'est une œuvre de jeunesse de cet artiste, mais qui apparaît aux yeux comme une vision de la réalité. Donc je passe sur les éloges suivants, sauf un certain Jean Lemaire des Belges, un flamand, qui citant les deux plus grands peintres, dit « L'un d'eux était maître Roger, entre parenthèses Van der Weyden, l'autre Fouquet. » Les deux plus grands peintres. Et ça, c'est quand même dit pas par n'importe qui. Et alors, il ajoute un petit poème en dessous. « J'ai des esprits récents et nouvelés, plus ennoblis par leurs beaux pincelets que Marmion jadis de Valenciennes, ou que Fouquet qui tant eut gloire sienne. » Vous voyez, il était quand même très très apprécié à son époque. C'était formidable. Voilà. Alors, localisation et maison de Jean Fouquet. La localisation a été déterminée dès le XIXe siècle. D'après des actes connus, il semble qu'il y ait eu 1 à 3 locaux à la disposition du peintre, mais un peu difficile à démêler tout ça. Alors il est évident qu'il devait y avoir, hormis la maison d'habitation, un atelier, voire 2. Le second pour tous ceux que le maître employait, des aides divers, des apprentis et des peintres confirmés. Nous sommes renseignés par un document des archives départementales d'Indre-et-Loire qui est une copie d'un aveu du chapitre de Saint-Martin de Tours. Cette copie commence au XVe siècle et s'achève à la fin du XVIIIe siècle. Il y avait eu lieu à cette dernière date de faire un état des biens du chapitre. Donc, on va le lire ensemble si vous voulez bien. Mais maintenant vous faites de la paléo, c'est pas difficile, puis c'est pas difficile à lire. Parce que c'est quand même une écriture du XVIIIe. Alors, la veuve et héritier de feu Jean Fouquet en abrégé, vous voyez, peintre, pour leur maison et jardin joignant en abrégé, d'un côté à la tour Foubert et au jardin d'Issel, d'un bout à la rue étant devant la maison de feu maître Gervaise Gouillet, d'autre côté à la rue des Pucelles et d'autre bout à la tour des dites Pucelles, une petite rue entre deux, et un portail par-dessus, par lequel on va de la dite tour en la dite maison et jardin. Alors, cette copie de document nous renseigne en partie sur son lieu d'habitation. La succession des textes donne des petits renseignements qu'il faut bien démêler, mais on arrive à trouver quelques descendants tout de même, dont Idlette vous parlera. Alors, voilà. En ce qui concerne la maison elle-même, on en déduit que la famille Fouquet a habité, d'après tout ce texte, d'après tout ce texte, toute cette copie,
a habité de 1439 à 1572 dans la tour des Pucelles et ses alentours, qui dépendait de la collégiale Saint-Martin. Un siècle et demi tout de même. Les explications sont très confuses pour nous, car on évoque les voisins au fil du temps, mais ils changent, évidemment, les voisins changent au cours des années, donc il faut bien se prendre la tête pour comprendre. Heureusement, un chercheur tourangeau, en 1857, il s'est pris la tête, Monsieur de la Ponce. Alors voilà, vous voyez, la seule truc qui nous reste, c'est la rue de Jérusalem, qui est là. Et là, c'est la rue, je pense que c'est la rue Marceau, qu'on appelait la rue de la Guerre. Je pense que c'est la rue Marceau qu'on retrouve là. Et ça, c'est la tour des Pucelles. Donc il habitait dans la tour des Pucelles. Et il y avait une rue là, la rue des Fouquets, mais qui a sûrement été donnée beaucoup plus tard. Voilà, vous situez, est-ce que vous situez à peu près, vous connaissez un petit peu ce quartier? Donc là, ensuite, ça, j'ai pris un plan de 1870, donc on le retrouve là. La tour des Pucelles, elle est là. Je pense qu'elle a été séparée là, parce que je pense que ça, c'est la rue des Halles. C'est pas marqué. Voilà. Mais alors, actuellement, tout ça, c'est noyé dans un tas de maisons autour, on ne voit plus rien. Hein. Il reste la rue des Trois Pucelles. La rue des Trois Pucelles, et puis la rue de Jérusalem. Alors, en ce qui concerne la maison elle-même, on en déduit que la famille Fouquet... Moi, je vous l'ai dit ça. Bon. Alors, voici une miniature de Jean Fouquet, extraite des Grandes Chroniques de France, et où il a représenté la prise de Tours. Et alors, il a représenté les remparts qui entourent la ville, vous voyez, et la basilique Saint-Martin. Et il ne s'est pas trompé, il y a toutes les tours sont là. Ça voulait dire qu'il connaissait bien le coin. Autre chose, qu'est-ce qu'on voit là? Une entrée entre deux tours. Et c'était à chaque tour que ceux qui faisaient le guet se mettaient. Et comme je ne sais pas combien il y avait de portes autour des remparts, enfin, il y en avait quelques-unes quand même, hein. Je n'ai pas regardé ça. Et donc, alors je m'imagine, je vois Jean Fouquet là en train de guetter, là, s'il y avait des voleurs, des tueurs, et de l'autre côté, son copain, là, qui était avec lui, le joaillier. Voilà, l'orfèvre, plutôt. Eh bien, donc on voit bien qu'il connaissait bien le lieu. Voilà. Alors, maintenant, je passe la parole à Idlette, en ce qui concerne la généalogie. Alors, Idlette, j'ai fait des tableaux, hein. Oui, oui, j'espère. Alors, la famille de Jean Fouquet. Hélène vient de vous dire qu'il avait deux fils, Louis et François, qui sont vraiment attestés. Nous ne les avons pas étudiés, pour la bonne raison qu'ils ne sont pas restés à Tours. Hein, je crois qu'il y en a même un qui était peintre en Allemagne, non? Enfin bon, peu importe, ils sont attestés, nous savons qu'ils existent, nous ne savons pas s'ils sont nés à Tours ou quoi, et de qui, enfin de quelle mère, ça nous ne savons pas. Hein. Mais nous avons cherché d'autres choses. Alors, parce que, comme je vous l'ai dit, avec les nouvelles techniques informatiques, on pensait pouvoir trouver tout un tas de recoupements. Même si le patronyme Fouquet est extrêmement répandu à ce siècle-là, mais aussi bien que maintenant certainement, et le prénom Jean aussi, donc c'est pas tellement facile. Hein. Bon, alors nous avons cherché dans deux directions. Tout d'abord, nous avons, comme Hélène vous l'a dit il y a un instant, on connaît 3 descendants directs de Jean Fouquet, du peintre, parce qu'ils habitaient la maison. Je vais vous en reparler après. Donc on s'est attaché à retrouver ces descendants directs et comment ils pouvaient descendre du peintre. Bon, et puis après avoir fait ça, on a fait une deuxième tentative, deuxième genre de recherche, c'est que nous avons pris tous les Fouquets que nous avions trouvés, nous avons essayé de les rattacher les uns aux autres, et nous avons ressorti de tout ce magma de Fouquet ceux qui nous paraissaient être les plus proches du peintre, sans qu'on ait la preuve qu'ils soient de la famille du peintre, ça on l'a dit clairement. Alors je commence par les descendants
de Jean Fouquet attesté, sûr, par ce document dont Hélène a parlé, de récollement des archives de Saint-Martin, où il est question de la maison des Trois Bucelles. Et alors à chaque fois, on a des descendants, à propos de cette maison, on a des descendants du peintre. On en a là en fait 3, à des périodes différentes comme vous allez voir. Alors je vous rappelle que le peintre est mort vers 1480. La première mention qu'on a, c'est une Fouquet, dont on ne connaît pas le prénom, qui est mariée avec un Froger, dont on ne connaît pas le prénom, ni le métier, et qui sont cités en 1549. 1549, si vous calculez bien, ça fait à peu près 70 ans après la mort du peintre. Donc ça veut dire que cette femme Fouquet était au moins une petite fille du peintre. Hein. Mais si elle s'appelait Fouquet, elle avait forcément un père qui s'appelait Fouquet aussi, donc il aurait été un fils du peintre. Si ça marche comme ça, ça peut être comme ça, puisque ce sont des descendants directs. Alors comment faire pour retrouver ces gens-là? Alors d'abord, eh bien, aller aux archives municipales, regarder le fichier et voir qu'est-ce qu'il y a comme fiche Froger. Alors les fiches Froger commencent en 1545, c'est une chance, parce que c'est assez tôt, mais puisque ceux qu'on a sont cités en 49. Bon, alors, il s'agissait donc, j'ai relevé tout dans le fichier, tous les actes de baptême Froger jusqu'en 1560. Revenu chez moi, j'ai étudié les actes sur Internet, en levant tous les parrains et toutes les marraines. Et de façon à trouver tout un tas de Fouquet, quoi, qui pouvaient peut-être être en rapport avec le peintre et avec ces gens-là. Et puis ensuite, je me suis attaquée aux archives des notaires. Alors là, vous savez que, je crois qu'on l'a dit ce matin, que les archives des notaires antérieures à 1500 de Tours sont maintenant en ligne sur le site des archives départementales. Donc là aussi, j'ai relu tout ça, que j'avais déjà lu au moment de l'exposition, mais j'ai relu tout ça et j'ai noté de nouveau tous les Fouquets qu'on pouvait trouver. Donc avec ces deux ressources, registres paroissiaux et puis minutes notariales, je me suis dit que je devais pouvoir arriver à faire quelque chose. Et puis c'est la seule ressource qu'on a, puisque les sources judiciaires à Tours n'existent pas avant le XVIIIe siècle. Alors, dans la brochure, vous trouverez tous les détails de cette recherche, mais je vais pour ne pas vous ennuyer avec tous ces détails. Une fois que j'ai fait toutes ces recherches, qu'est-ce que j'ai pu conclure? Ben, pas grand-chose. Je dois dire pas grand-chose. J'ai quand même trouvé dans un acte de 1486, donc après la mort du peintre, un Martin Froger qui est impliqué dans un acte avec un Jean Fouquet. Alors je me dis, ça pourrait être le frère et un fils du peintre et puis son beau-frère peut-être. Ça pourrait être ce Martin Froger qui avait épousé une Fouquet. Mais si vous voulez, j'en ai pas la preuve. Hein. J'en ai pas la preuve. Ils sont impliqués avec d'autres personnes d'ailleurs dans un procès avec une certaine Aliénor Dupuis, qui est dame de Lumière. Donc, ce Froger qu'on cherche pourrait être ce Martin Froger. Voilà pour le premier, mais vous voyez, même ça, c'est pas tellement concluant encore. Hein. Après, on a une Marie Fouquet, qui est l'épouse de Jean Fortier, qui est aussi une descendante du peintre, qui elle est citée bien plus tardivement, en 1571, c'est-à-dire que ça fait presque 100 ans après la mort du peintre. Donc c'est au moins une arrière-petite-fille, et même peut-être plus loin. Alors, j'ai fait comme j'avais fait pour Froger, mais évidemment, c'est un peu plus facile parce que 1571, on a déjà davantage de registres paroissiaux. Hein. Donc j'ai cherché aussi tous les couples, Fortier-Fouquet, et tous ceux qui pouvaient avoir des parrains-marraines répondant à ces deux noms-là. J'ai cherché aussi, alors là, dans les actes notariés, j'ai pas eu la prétention de lire tous les actes notariés de Tours de 1571, parce qu'il y en a un paquet, je crois qu'il y avait 50 notaires, mais j'ai utilisé quand même tous ceux que j'avais relevés depuis 40 ans pour d'autres raisons, et puis tous ceux que j'ai pu trouver par exemple, au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai rien trouvé de concluant, de vraiment sûr, sur ce couple, Jean Fortier, Marie Fouquet. Troisième
descendante sûre de Jean Fouquet, une Madeleine Fouquet, qui vit en 1572, donc un an après les précédents, et qui est mariée à un René Grebrunet. Grebrunet. On s'est demandé si ça ne pouvait pas être Gerbrunet aussi. Alors là, ça a été vite fait parce que je n'ai jamais rencontré ce patronyme-là. Dans le fichier des archives municipales, il n'y a pas de Gerbrunet ni de Grebrunet, il n'y a rien. Donc, si vous voulez, sur ces 3 descendants sûrs, qui sont d'ailleurs toutes des femmes, on n'a pas pu avancer. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ce soit des femmes. C'est pas que je veux promouvoir les femmes, mais je veux dire que les hommes ont pu partir au loin. Mais les femmes les filles ont épousé peut-être des gars du coin, quoi. Voilà, donc ça paraît logique qu'on ait des descendantes qui soient des femmes. Mais je ne peux pas dire que là, on n'a pas pu avancer. Alors, deuxième étape, on s'est dit, maintenant, on va prendre tous les Fouquet qu'on a et essayer de trouver des rapports entre eux. Alors, là, c'est pareil, il y en a tellement que on a du mal à s'y retrouver déjà. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, mais vous en trouverez bien d'autres dans la brochure. Je vais vous citer les plus intéressants. Hélène nous a parlé tout à l'heure de la paroisse Notre-Dame-la-Riche. Alors, il y a effectivement pas mal de Fouquet qui habitent dans la paroisse Notre-Dame-la-Riche, et en particulier dans le fief du Cellerier. Alors, le Cellerier, c'est celui qui a la responsabilité du cellier, donc de l'alimentation et des fournitures d'un couvent ou d'une basilique, etc. Donc là, on aurait peut-être, on a sûrement, je veux dire, mais peut-être, c'est peut-être pas sûr qu'ils soient de la même famille, un Jean Fouquet qui habite au milieu du XVe siècle. Donc s'il est au milieu du XVe, il peut être peintre, mais il peut être aussi son père. Hein. Il habite dans la paroisse Notre-Dame-la-Riche, dans le fief du Cellerier, peut-être dans la rue des 8 Pies, et dont un fils Massé était charpentier. Bon, alors ce Massé charpentier, on le retrouve plusieurs fois. Massé Fouquet charpentier. Et puis Massé je veux dire charpentier et peintre, c'est un petit peu voisin. Alors je ne sais pas où on en est dans les tableaux, là je n'ai pas tout suivi. Ça, c'est beaucoup. Oui, ça c'est pour tout à l'heure. Bon, c'est une hypothèse, hein, qu'a déjà tenté M. de Grandmaison, dont Hélène a parlé tout à l'heure, qui avait émis l'hypothèse que ce Jean Fouquet-là, du milieu du XVe, pourrait avoir 2 fils, un fils Massé charpentier et un fils Jean Fouquet peintre. Mais ça n'est toujours qu'une hypothèse. Après, il y a quelque chose aussi assez intéressant, toujours dans la paroisse Notre-Dame-la-Riche. Il y a un notaire qui exerce à ce moment-là, qui s'appelle Vincent Portet, et dont les minutes sont arrivées jusqu'à nous. Alors, ces minutes sont de 1484 à 1486. Donc, pendant quelques années après la mort du peintre, sont signées du notaire Portet, mais aussi d'un certain Jean Fouquet, notaire juré des contrats royaux de Tours. Ce Jean Fouquet signe d'ailleurs très élégamment, et il pourrait être aussi un fils du peintre. Il est toujours un peu dans le même quartier, hein, vous voyez, mais bon, on n'en a pas vraiment non plus la preuve. Hein. Si vous voulez, nous avons posé des jalons là, dans l'espoir que d'autres, vous en particulier, peut-être, vous pourriez un jour tomber par hasard sur un acte et puis faire le lien avec ce que nous avons indiqué ici. Il y a aussi un Jean Fouquet dit Mouton. Alors ça, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit le peintre, mais enfin, qui était propriétaire d'une maison dans la paroisse Saint-Pierre-le-Pellier. Donc ça, c'est déjà le plus au centre de Tours. Et il habitait à côté d'un Perrin Fouquet, et il a vendu sa maison au Carme. Bon, alors, là aussi, est-ce que c'est de la même famille? J'en sais rien, mais on retrouve comme ça des Fouquets qui habitent les uns à côté des autres, qui sont en procès ou en relation avec eux dans des actes et tout ça, mais on n'a jamais, les parentés ne sont jamais indiquées, quoi, à cette époque-là. Alors c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Et puis, pour finir, j'arrive à celui qui m'intéresse le plus,
Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, il y a toujours le flair du généalogiste. Alors là, je me dis qu'il y a peut-être un peu quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. C'est un Jean Fouquet, toujours, qui est hôtelier dans la paroisse Saint-Pierre-du-Bois, c'est-à-dire non loin de la cathédrale. Hein. Disons rue... Qu'est-ce que c'est cette rue-là? Rue Colbert, par là. Alors, ce Jean Fouquet, qui doit être affiché là, il est marié avec une Catherine Boucaud. Et Catherine Boucaud est la sœur d'un orfèvre très connu à cette époque, qui est Gatien Boucaud. Or, Gatien Boucaud a une fille qui a épousé le peintre Jean Clouet. Alors, vous comprenez, c'est quand même le même milieu. Des orfèvres, un peintre, etc. Là, je me dis, il y a peut-être quelque chose. Et alors, j'ai retrouvé l'inventaire après décès de Catherine Boucaud. Passionnant, il y a je ne sais pas combien de pages. Et il y a entre autres 12 pages de papier, de titres, de références de contrats. Alors, un contrat de vente de tel prêt à telle autre personne, de telle maison, etc. Enfin, seulement, ce qu'il y a malheureusement, c'est que tous ces actes-là, dont on a les références, eh bien, sont perdus. Parce qu'ils datent pratiquement tous du début du XVe siècle. Et je veux dire aussi qu'ils concernent essentiellement la famille Boucaud. Mais enfin, quand même, on ne cracherait pas dessus, hein, si vous pouvez les retrouver. Alors, ce qui est d'autant plus vexant, c'est que, d'après cet inventaire après décès, on a le contrat de mariage de Jean Fouquet, hôtelier, avec Catherine Boucaud, qui a eu lieu le 20 septembre 1503 et qui a été signé par maître Jean Jalouaigne. Alors, on s'est dit, Jean Jalouaigne, c'est un notaire dont les minutes sont toujours conservées, on est sauvé. Ben, pas du tout, parce que il y a des lacunes dans ces minutes de notaire, et évidemment, celui-là n'y est pas. Et la photo que vous avez vue tout à fait au début, où nous sommes toutes les deux en train de travailler avec Hélène aux archives départementales, eh bien, nous sommes en train d'éplucher les minutes de Jean Jalouaigne pour essayer de retrouver ce fameux contrat de mariage. On a fait toute l'année 1503 et on n'a absolument rien trouvé. Voilà, alors je pourrais vous en citer d'autres, mais celui-là, c'est celui qui est à ma faveur, mais je ne sais pas si un jour on arrivera à trouver qu'il est de la famille du peintre Jean Fouquet. Donc il y a un Alexandre Fouquet qui est architecte, il y a d'autres Perrin Fouquet, il y a etc. On les a mis dans la brochure, vous les retrouverez si vous avez des Fouquet dans votre famille, ça peut être intéressant. Voilà, donc beaucoup de recherches pour finalement pas grand-chose, pas beaucoup de résultats. Voilà, toujours que des hypothèses, des vraisemblances, quoi. Mais j'espère toujours qu'une fois, quelqu'un trouvera un acte complémentaire, peut-être même à Paris, hein, qui apportera des éclaircissements nouveaux. Voilà, je redonne la parole à elle. Bon, alors merci Edlette. Là, ce que nous venons de vous dire... Ton micro. Pardon. Ce que nous venons de vous dire, là, c'est ce qu'on sait sur Jean Fouquet. On ne sait rien d'autre par les documents, on ne sait rien. Ça marche? Oui. Par les documents. Bien. Alors nous allons passer à un autre sujet, celui de l'art de Jean Fouquet. Alors, principale discipline artistique de Jean Fouquet, la peinture à l'huile sur panneau de bois, les dessins à la mine et diverses autres techniques, et les miniatures enluminées. Voilà, je vous ai fait un schéma. Tout grand peintre a un atelier, évidemment, et il travaille toujours pour des commanditaires. Le commanditaire, en général, on le sait, on le connaît. Alors, il a besoin de quoi, Jean Fouquet, pour travailler? Il a besoin de broyeurs de couleurs, de fabrication de pinceaux par les apprentis. Il a besoin de peintres confirmés. Il a besoin de parcheminiers pour les miniatures. Il a besoin de menuisiers ou artisans du bois pour les panneaux en bois pour la peinture à l'huile. Il a besoin de calligraphes ou enlumineurs. Alors il peut les trouver au scriptorium de Saint-Martin, ou indépendant, oui, parce que le scriptorium de Saint-Martin était à Saint-Martin, bien sûr, à la basilique Saint-Martin, où là, on faisait beaucoup d'enluminures depuis belle lurette. Hein. Donc, c'était juste à côté de chez lui, puis il était logé quand même par Saint-Martin, hein, par les gens de Saint-Martin.
Il avait besoin d'embatteurs, c'est-à-dire ceux qui se servent de l'or, pour mettre aussi bien sur les tableaux, sur panneaux de bois que sur les enluminures. Alors là, il y avait l'hôtel de la Monnaie qui est à côté. Alors vous voyez, il y avait la basilique Saint-Martin, là il y avait Jean Fouquet, et là il y avait l'hôtel de la Monnaie. Il était bien entouré. Et il a besoin aussi de marchands d'apprêt, de marchands de couleurs, de vernis, etc. Où va-t-il trouver ça? Dans des entrepôts, ou à la maison de l'argenterie créée par Jacques Coeur, ou auprès de marchands forains qui viennent lors des foires, ou à des marchands indépendants. Il a besoin aussi de relieurs pour relier ses magnifiques livres. Et voilà, donc je vous ai fait ça comme ça. Il va trop vite, hein? Voilà. Donc, j'ai cherché en vain parce que sur Internet, on trouve énormément de photos, de peintures, et je n'ai pas du tout trouvé d'atelier de peintre du XVe siècle. Par contre, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque c'est la reconstitution de l'atelier de Léonard de Vinci, donc début XVIe, au Clos Lucé. Je suppose que ceux qui ont fait cette reconstitution sont des historiens et qu'ils ont mis tout ce qu'il fallait là. Donc, alors on voit des creusets pour écraser les pigments, on voit des petites balances, on voit tout un tas d'instruments, on voit là les pigments sont dans des petits flacons, il y a les pinceaux, il y a des grandes jarres avec qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, je sais pas, de l'huile, tout un tas de choses pour la peinture, des tables, des pinceaux, voilà. Évidemment, ça, c'est pas Jean Fouquet, vous savez qui c'est. Voilà. Alors, les tableaux à l'huile. On a recensé 9 tableaux, dont 7 portraits tout seuls, et 2 portraits inclus dans une scène. Il est évident que beaucoup ont dû disparaître. Alors, je vais vous en faire voir un époustouflant. Voilà le bouffon Gonella. Alors, on continue à l'appeler le bouffon Gonella, mais on n'en est pas sûr. Mais enfin, on lui laisse son nom, puisqu'il est connu comme ça. Donc, le bouffon Gonella, il faut dire que les portraits avant le XVe siècle étaient plutôt flatteurs pour les grands du monde de cette époque-là. Mais là, lui, il a rien fait de flatteur. Voilà. Mais quand même, il a quand même bien su saisir le petit sourire en coin, si c'est un bouffon, les petits yeux malicieux, sa barbe poivre et sel, vous voyez? Tout un tas de petits détails. Moi, j'en ai remarqué un, là. Ces petites agrafes. Ça vous dit rien, ça? Ces petites agrafes, là, on voyait ça. Je sais pas, ma grand-mère, elle utilisait des petites agrafes comme ça. Ben voilà, ben ça existait déjà. Faut croire. Voilà. Alors, ce portrait est d'un réalisme incroyable et d'après les spécialistes, c'est une œuvre de jeunesse du peintre. Mais quel talent! C'est un portrait sans concession, mais qui respire la gaieté. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du pape Eugène V. Alors, le tableau a été perdu. C'est un dessin, ça, qui a été fait au XVIIIe siècle, ou XVIIe, je ne sais plus. Et d'après le tableau. Donc depuis, il a été perdu. Ce portrait est très important. C'est grâce à ce portrait qu'on sait que Jean Fouquet est allé en Italie. D'après le Philarète, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce tableau était peint sur toile. Et il y avait avec lui 2 autres personnages. Alors on remarque la présence intense qui s'en dégage. Ce portrait devait être très réaliste et c'est ce qui avait épaté nos esthètes italiens. Le fait qu'il soit, d'ailleurs il est sans concession, on peut le dire, parce qu'il n'a pas l'air très aimable. Le fait qu'il soit peint sur toile mérite que l'on s'y arrête. C'était une technique qui n'était pas encore adoptée à part entière. Les peintres du Nord employaient la toile peinte en détrempe pour les ouvrages à exécuter rapidement, en particulier les portraits, à remettre dans de brefs délais au modèle
qu'il appelait alors portrait sur drapelet. La toile, il l'appelait le drapelet. C'était le support des peintres en déplacement. Alors, on peut penser que peut-être, pourquoi est-il allé là-bas, en Italie? Il a fait sur toile quelque chose de rapide, mais c'est quand même très très étudié, dans l'espoir certainement qu'ensuite, si le pape acceptait, agréait ce tableau, il aurait la commande ensuite à le faire sur bois. Et ça, on ne le sait pas. Peut-être a-t-il été fait sur bois, on n'en sait rien, on n'a pas trouvé. On n'a que ça, ce petit bout de cette petite copie, et encore les deux personnages qui étaient de chaque côté n'y sont plus. Voilà. Mais enfin, c'est ce tableau qui avait épaté tout le monde. Voilà. Ah, Charles VII. C'est un portrait indépendant, à mi-corps, grandeur nature, presque de face. Le visage du roi est étudié, là encore, avec un réalisme sans concession. Et le réalisme est bien la marque de Jean Fouquet. Alors, vous voyez, il a un nez un peu long, des petits yeux, tout petits yeux comme ça. Il n'est pas très beau. Enfin bon, c'est pas non plus un laidron. Alors, celui-ci me plaît beaucoup. Ça, c'est le diptyque de Melun, ça s'appelle. Il a été commandité par Étienne Chevalier, dont je reparlerai plus loin. Tout en délicatesse, les portraits sont néanmoins de vrais portraits. Savez-vous pourquoi on dit portrait? Portrait, ça voulait dire trait pour trait. Portrait, portrait. On dit dans tous les milieux spécialisés que le portrait de la Vierge Marie pourrait être en réalité celui d'Agnès Sorel, la superbe et délicate favorite de Charles VII, bien que cela ne soit dit sur aucun document. Mais on imagine bien le front haut et lisse d'Agnès, par les descriptions qui en sont faites. Vous voyez, elle n'a pas de cheveux, là. La mode était de s'épiler très haut les cheveux. Moi, je suppose que c'est pour mettre le hennin, parce que le hennin, ils avaient pourtant un hennin. Si on mettait un hennin comme ça avec les cheveux, ça devait glisser, c'était agaçant. Donc, peut-être que c'est pour ça. Je ne sais pas, c'est moi qui dis ça. Tu as raison. J'essaie de comprendre des choses comme ça. Tu as raison. C'est technique. Voilà, donc je crois qu'il s'agit bien d'elle. Mais ce n'est que mon avis. On sait, par ailleurs, que les proches de Charles VII, Étienne Chevalier, qui est là, Étienne Chevalier qui est là. Ah, excusez-moi, Étienne Chevalier qui est là, Jacques Coeur aussi, puis bien d'autres, étaient tous subjugués par sa beauté et un petit peu amoureux, on disait quand même. Et subjugué par sa beauté, sa classe, son intelligence, et ça c'est tout à fait avéré. Tous, sauf le futur Louis XI, fils de Charles VII, jaloux qu'il a détesté carrément. Ça c'est pour la petite histoire. Hein. Quoi qu'il en soit, je trouve cette Vierge entourée d'anges rouges, une couleur tout de même rare pour des anges, le tout dans une parfaite harmonie de rouge, de bleu et de blanc, et d'une audace incroyable. Jean Fouquet, on n'utilisait pas le blanc à l'époque comme couleur. On l'utilisait simplement pour faire des lumières autour d'une robe ou de n'importe quoi. Lui, il l'a utilisé comme couleur à temps plein, si je puis dire. Hein, voilà. Il faut savoir qu'il y a presque toujours au début de l'œuvre d'un artiste à cette époque un commanditaire, un mécène, dira-t-on plus tard, une personne riche ou puissante qui, reconnaissant le talent de l'artiste, va le faire travailler pour son propre compte ou pour offrir un cadeau à un personnage éminent. Alors, on pourrait dire que Jean Fouquet était le peintre du roi Charles VII, puisque là, on a vu Charles VII, on a vu sa maîtresse, on a vu tous les gens qui l'entourent, mais cela n'est jamais dit. Ça ne se disait pas à ce moment-là. C'est venu juste après Fouquet, ça. Et même, on dit qu'il est le peintre de Louis XI, je crois bien que c'était la première fois qu'on disait
qu'un peintre était le peintre de tel roi. Mais il n'est jamais dit qu'il a été le peintre de Charles VII, or il était bien son peintre puisqu'il a fait ça, tout ça. Il n'a pas pris ça sous son bonnet. Alors, je vais vous parler des tableaux peints à l'huile. Il faut d'abord un panneau de bois, et cela est confirmé par l'archevêque Jean de Bernard, qui a utilisé les services de l'artiste. Donc le peintre s'adresse à un artisan du bois, menuisier ou charpentier. J'ai cherché, j'en ai trouvé 8, tous de la paroisse de La Riche, très proche de Saint-Martin. On est toujours autour de La Riche, hein, Saint-Martin, voilà. On constate qu'il a utilisé de préférence le chêne et le noyer. Ce sont des bois durs qui risquent moins de travailler. Alors il faut une préparation du panneau de bois, parce qu'on ne peint pas directement sur le bois, hein. De la colle chaude de peau de lapin mélangée à de la poudre de gypse. Plusieurs couches sont nécessaires, un ponçage entre chaque couche. Alors, Jean Fouquet utilise la peinture à l'huile avec une technique qui lui est très particulière, très légère, afin de la rendre plus lumineuse. On voit que c'est quand même très lumineux. La palette de couleurs est assez restreinte, que ce soit pour peindre à l'huile ou toute autre façon, mais la préparation même de la couleur est le secret de la réussite et chaque peintre a son petit secret. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Puis vient le vernissage, avec aussi moult recettes de vernis. Voilà. Alors, le peintre fait d'abord un dessin. Un dessin très très élaboré. Vous voyez, là c'est Guillaume Jouvenel des Oursins. Donc c'est du papier ou du parchemin, tout dépend de ce qu'il a sous la main. Il peut quand même travailler sur papier, puisque ça existe déjà. Oui, on voit le filigrane. Et puis, donc alors c'est sur un papier bleuté. Il travaille avec des crayons noirs, avec de la pierre noire. On dit de la pierre, on dit pas des crayons, on dit de la pierre noire. Et des pierres de couleur. Alors là, on voit un petit peu de rose, là aussi, mais c'est passé avec le temps. Voilà. Et chose incroyable, parce que beaucoup de choses ont été perdues de Jean Fouquet, mais là, on trouve le dessin et le tableau qui va avec. Parce qu'on aurait aimé trouver ça pour plusieurs. Voilà. Donc, ça, c'est sa tête, d'après cette tête qu'il avait faite. Donc, je vous ai mis ça parce que c'est étonnant de voir à la fois le dessin et le tableau final. Alors, on attribue aussi à Jean Fouquet d'autres disciplines. Des cartons pour une tapisserie, un vitrail lui est attribué, et son merveilleux autoportrait que l'on verra plus loin. Alors, les miniatures et enluminures qui se concrétisent par des livres d'heures. Comme aucune de ces œuvres enluminées n'est signée, comme je vous le disais, il faut se satisfaire de savoir que les commanditaires, et on les connaît évidemment, ce sont eux qui ont commandé les livres d'heures. Bien souvent, le maître réalisait de sa main certaines miniatures et confiait le reste à ses meilleurs peintres, plus ou moins élèves confirmés. On attribue ainsi à Jean Fouquet une quinzaine de livres d'heures, dont certains avec seulement quelques miniatures de sa main après expertise très sérieuse. Alors, même déroulement que pour une peinture à l'huile. D'abord, un commanditaire. Alors là, du coup, c'est plus du bois, c'est un parcheminier, un calligraphe, une réalisation de la miniature sous la direction du maître si ce n'est pas lui, c'est-à-dire dessin, peinture, pose de l'or, protection et reliure. Je vais prendre pour exemple le livre d'heures commandé par Étienne Chevalier, toujours lui, qui était amoureux, je crois qu'il était amoureux d'Agnès Sorel. Celui-ci est entièrement de la main de Jean Fouquet, donc très intéressant. Alors, définition d'un livre d'heures. C'est un ouvrage de piété à l'usage des laïcs, contenant les prières à lire aux différentes heures canoniales de la journée. C'était alors très à la mode de se faire un livre d'heures. Qui est Étienne Chevalier? En 1451, il est nommé trésorier de France sous Charles VII, qui lui confie des responsabilités énormes, ambassade, transfert d'argent, mais aussi la responsabilité d'exécuteur testamentaire d'Agnès Sorel et du roi lui-même. Étienne Chevalier a dirigé un certain temps la monnaie à Tours, et c'est ainsi qu'il a commandé un livre d'heures à Jean Fouquet. Donc Jean Fouquet a besoin de feuilles de parchemin. Où va-t-il les acheter? Les tanneries étaient installées justement
côté sud de la Loire, à l'ouest de la ville, donc pas très loin de l'habitation du maître. Pourquoi à l'ouest de la cité? Je vous demande. À cause du courant de l'odeur. À cause de l'odeur. Et oui, parce que ça passait par l'ouest et voilà, ça n'incommodait pas la ville. C'est auprès, ça c'est pas que par la Loire bien sûr, et c'est auprès des tanneries que chaque artiste s'approvisionnait, principalement les scribes de Saint-Martin, mais aussi les peintres indépendants. Pour faire un livre moyen de 150 feuillets environ, il fallait à peu près 10 à 12 pots de veau mornés. C'était tout un art de préparer ces pots, je vous passe les détails et les odeurs. Il faut savoir qu'avant l'apparition du papier, qui fera une entrée timide en Touraine dès le XIVe siècle, le parchemin reste le seul support des copistes et des peintres encore jusqu'au milieu du XVe siècle. Alors j'ai fait une recherche de parcheminiers et j'en ai trouvé un bon nombre dans les contes de la ville de Tours. Car les contes, justement, étaient écrits sur des feuilles de parchemin et il en fallait beaucoup. Alors voyez comment on tenait les contes. Regardez cette belle écriture pour dire achat de papier et de parchemin. Alors on met en dessous les noms. Achat de papier et de parchemin. C'est comme ça que plutôt, voilà. Et on n'écrit plus comme ça, hein. C'est dommage. Mais c'est joli. Et quand on lit ces livres-là, ben, je les ai eus en main et j'ai vu tout ça. C'est formidable. Ils prenaient le temps. Ah oui. Alors, les parcheminiers tiennent... C'est la 25, oui. Tiennent la ferme des laines et des parchemins. Je suppose qu'avec les pots, ils avaient peut-être la laine avec. Les pots de oui, possible. Au XIVe siècle, j'ai trouvé 7 noms de parcheminiers et au XVe siècle, 7 également. Je vous signale que dans la brochure, j'ai cité tous les noms d'artisans trouvés. Le parchemin utilisé pour les écritures de la ville n'était pas le plus beau. Celui pour les peintres méritait plus d'attention de ponçage et de finesse, certainement. Alors, pas fort, hein? Hop. La calligraphie. Donc voici une page tirée des grandes chroniques de France, et aussi de Jean Fouquet. Alors, quelle régularité dans l'écriture, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment un art à part entière. Alors, la calligraphie, le texte, était toujours fait avant la peinture de la miniature. L'artiste peintre devait donc prévoir en amont la place qu'il lui faudrait garder. Il y avait au scriptorium de Saint-Martin, en permanence, des copistes, des calligraphes, des chrysarges, c'est ceux qui mettent de l'or et de l'argent sur les grandes initiales, des enlumineurs qui faisaient les décors du plus petit dessin jusqu'au tableau en pleine page. Alors on ne saura jamais si Jean Fouquet utilisait le savoir-faire des calligraphes du scriptorium Saint-Martin ou s'il avait des calligraphes dans son atelier. Ouais, il habitait à côté, je ne vois pas pourquoi il aurait été prendre des calligraphes chez lui, il avait les calligraphes à côté. Enfin, ça c'est mon avis. Alors j'ai cherché des calligraphes indépendants. Je n'en ai trouvé que 8 qui se disent écrivains calligraphes. Alors, je vous ai mis ça. Ça, c'est pas Jean Fouquet, cette miniature. Mais je l'ai mise parce qu'on voit un calligraphe au travail. Et c'est le chancelier Guillaume Jouvenel des Oursins qu'on a vu tout à l'heure en lumineur, qui visite un copiste en lumineur. Voilà, c'est du milieu du XVe siècle. Alors, je vous assure que si vous remarquez que le banc sur lequel il est assis et le banc sur lequel il travaille au même niveau, il devait être penché, complètement plié en deux. Et ça ne devait pas être très très... Cette belle écriture n'avait pas l'aisance de la nôtre, loin de là. Chaque lettre était un dessin appliqué, codifié. Et tout un ouvrage à écrire était une épreuve fatigante pour le calligraphe. Et quand on lit toutes les histoires sur la calligraphie, toujours ce mot de fatigue revient. Surtout que vous n'avez pas une grosse lumière, hein. Il fallait que ce soit parfait. Si ce n'était pas parfait, il fallait refaire. Et voilà. C'était quand même très dur pour eux. Ils n'étaient pas payés. Hein. Et ils ne faisaient pas la grève. Alors, pour en revenir au livre d'heures d'Étienne Chevalier,
Figurez-vous qu'on ne peut voir aucun texte calligraphié le concernant, car celui-ci en a été amputé. Je vais vous raconter cette histoire, car elle est incroyable. Donc les déboires d'un chef-d'œuvre, qui date de 1453. Donc le commanditaire n'a pas hésité à faire peindre un luxueux ouvrage, et en ouvrant le livre reconstitué des Heures d'Étienne Chevalier, on peut y découvrir 47 miniatures de Jean Fouquet. Celles-ci n'excèdent pas la longueur d'une main, donc elles ne sont pas grandes. Et il y en a des détails dessus. Si ce travail existe encore en partie, il faut tout de même connaître son aventure invraisemblable. Le livre semble être resté la propriété de la famille Chevalier jusqu'en 1530, date où Nicolas Chevalier, baron de Crissey, légua sa bibliothèque à un neveu par alliance. Celui-ci en a dispersé tous les livres à la fin du XVIIe siècle. Il a peut-être besoin d'argent. Beaucoup plus tard, on retrouve les enluminures découpées au ciseau, collées sur des tablettes de chêne, supprimant au recto toute trace d'écriture. On retouche au pinceau, on colle des morceaux, plusieurs mains interviennent dans la lacération du manuscrit. Certaines enluminures ont été pliées en deux, puis ont été dispersées, un lot en Angleterre, un autre lot de 40 enluminures à Francfort. Elles seront rachetées par le duc d'Aumale, qui les lèguera au château de Chantilly. Au total, le livre se composait de plus de 200 feuillets. Alors merci au duc d'Aumale quand même. Alors, après la calligraphie, une fois le travail de calligraphie terminé, l'artiste peintre se mettait enfin au travail. Dessin, peinture, nous sommes à un tournant de la technique. Jusqu'au XIIIe siècle, les pigments étaient liés avec du jaune d'œuf. C'était la peinture à tempéra. Puis une peinture à la colle et à l'eau et encore du jaune d'œuf. Et enfin, une nouvelle technique qui s'apparente à la gouache actuelle que Jean Fouquet avait adoptée. Technique beaucoup plus révolutionnaire qu'il n'y paraît. Elle permet plus de liberté et surtout beaucoup plus rapide. Jean Fouquet avait voyagé, il était très au fait des nouvelles techniques. Alors, j'ai voulu savoir quelle palette de couleurs utilisaient les peintres tourangeaux au XVe siècle. Parce que pour Jean Fouquet, on n'a rien sur ce qu'il faut faire des analyses avec les moyens actuels. Sinon, on ne sait pas. Alors, les peintres tourangeaux, mais uniquement d'après les commandes faites, par la municipalité. Et puis quelques différents actes. Alors, je ne vais pas m'y attarder ici. J'ai relevé 13 peintres. Alors, ceux qui connaissent un petit peu, donc Paul Noir, dont on dit qu'il a fait l'étendard de Jeanne d'Arc. Et ça, c'est pour la petite histoire. Jeanne d'Arc aurait demandé qu'on remette 60 écus, je ne sais pas quoi, à la fille qui allait se marier. Mais en réalité, au bout du compte, ils ont eu simplement, je ne sais pas quoi, une barrique de vin, mais pas du tout de 60 écus. Alors, Loiseau, Mauclerc, Jamet, Belotin, André, Folatron qui avait décoré toute la nouvelle mairie qui venait de se faire. Copain d'Elfe, qu'on connaît, Picot, qui a fait beaucoup de choses, on connaît, les Poyers, père et fils, Mathieu et l'Escalier, qu'on a souvent rencontré. J'ai fait un article sur lui d'ailleurs dans notre truc. Bon, alors, alors en résumé, c'est tout un petit... Alors donc, après tous ces peintres-là, donc j'ai lu tous les couleurs qu'on leur a demandé d'utiliser, que la municipalité leur a demandé d'utiliser. C'est tout un petit éventail de couleurs qui s'explique par le fait que les peintres employés par l'hôtel de ville ne peignaient la plupart du temps que des écussons aux couleurs limitées. Donc on avait le rouge qu'on appelait gueule, le vert qu'on appelait sinople, l'azur, le bleu qu'on appelait azur, l'or et l'argent, etc. Le noir qu'on appelait sable, par exemple. Alors là, je ne vais parler que du bleu. Les tons de bleu, alors il y avait le bon azur d'Allemagne, on l'appelait, c'est un bleu lumineux. Il faut savoir que le mot azur est beaucoup plus employé que le mot bleu.
Et le bleu d'outre-mer, ce bleu profond, superbe, tiré de la roche de lapis-lazuli que Jean Fouquet employait. Et surtout l'or. Alors, des textes anciens nous renseignent sur les pigments et la façon de les utiliser. Alors, j'en ai mis. Alors, il y a des pigments minéraux, l'or piment qui donne du jaune, la malachite qui donne du vert, le lapis-lazuli, je ne les ai pas tous mis. Hein. Des pigments végétaux, alors là, c'est la garance qui donne ce rouge garance, qui tire du rose jusqu'au rouge champ. Et les pigments animaux, Le murex. alors le murex qui donne un rouge pourpre et la cochenille un rouge carmin. Voilà. Alors, chaque peintre employait des broyeurs de couleurs. Et j'ai trouvé, c'est pas Jean Fouquet ça, hein. J'ai trouvé le seul broyeur de couleurs, il est là, vous le voyez. Il travaille sur le bleu de lapis-lazuli. On voit que c'est un jeune, presque, on dirait presque que c'est un apprenti. Et il a à la main une espèce de pilon très plat en dessous et très lourd pour pouvoir broyer, comme ça. Mais avant d'en arriver là, ça c'est la dernière opération. Il y a 1000 recettes. Alors on ignore celle de Jean Fouquet, mais en voici une du XVIe siècle qui va permettre d'imaginer le travail auquel l'artiste était confronté. Alors, le lapis-lazuli arrivé, c'était un bout de roche, hein, ou plusieurs petits bouts de roche, ou des gros bouts, n'importe quoi. Ok. Alors, brisez la quantité de roche bleue dans un creuset en morceaux grands comme un haricot. Chauffez le creuset au rouge. Quand le mélange est froid, mettre du vinaigre et laver la pierre. La laisser sécher près du feu. Puis broyer finement dans un mortier en fer, passer à travers une passoire. Avec une molette, un pilon plat en matière dure, écraser à nouveau la poudre sur un marbre avec de l'huile de graines de lin jusqu'à ce qu'elle devienne aussi impalpable qu'un onguent, c'est-à-dire une crème. Alors celui qui a écrit la recette, c'est au XVIe siècle, il serait donc avantageux d'avoir sous la main un pauvre peintre qui se chargerait de ce travail pour le profit qu'il en tirerait. Alors il y a encore plein de manipulations que je vous épargne et je termine par la dernière. Décanter, sécher les poudres sur des cendres chaudes, le magnifique pigment obtenu est prêt enfin à l'emploi. Vous avez vu tout le travail, parce qu'il y en a 2 pages du travail à faire. Et pour chaque couleur, la préparation était, bien que différente, était aussi compliquée. J'ai cherché des broyeurs de couleurs. Je n'en ai trouvé que 3. J'étais contente quand même. Je suppose que chaque peintre avait le sien. Ce sont peut-être sans doute les apprentis qui s'y attelaient. Pour en revenir au bleu de lapis-lazuli, il venait d'Afghanistan. Il atteignait un prix exorbitant. Je me suis posé la question de savoir où l'on trouvait ces couleurs à Tours. Je vous épargne le détail de mes cogitations, mais dans la brochure, elles y sont. Quant aux brosses et pinceaux, pour la peinture à l'huile sur panneau de bois, on utilisait des brosses en soie de porc très douces. Mais les plus gros pinceaux se font avec du poil de poisson. Alors c'est quoi? Le poil de poisson. Les fanons de baleine, là. Eh ben non, c'était tout simplement la loutre. Ah. La loutre qu'on appelait un poisson. Oui, Parce qu'il était tout le temps dans l'eau. Ben moi je me suis posé la question, je vais chercher. Et pour la peinture à l'eau sur parchemin, du poil de queue de gris, c'est de l'écureuil, du poil de queue d'hermine, du poil de martre et de la soie blanche. Et enfin l'or et également l'argent. Alors, l'art de la pose de l'or est très ancien et sous toutes ses formes. Jean Fouquet pouvait l'acquérir à l'hôtel de la Monnaie qui était à 2 pas de chez lui et de Saint-Martin. Il y avait d'ailleurs à Tours la Corporation des monnayeurs, le Serment de France, la plus ancienne de France, qui traitait des espèces courantes bien sûr, et aussi des ouvrages fabriqués avec de l'or ou de l'argent. Alors, en plaques, en feuilles, en fil ou en poudre. Les ouvriers de l'or s'appelaient des orbateurs. Ceux qui transformaient l'or en feuilles, ça c'est une feuille d'or. Voilà, ça c'est une feuille d'or, vous voyez? Bon, le règlement était très strict. Il fallait faire attention à ne pas gaspiller le précieux métal. Et le soir, récupérer la poussière d'or ou les petits morceaux d'or tombés çà et là sous peine de sanction. Alors vous voyez,
Là, il travaille avec une feuille d'or qui n'est pas du tout bien coupée. Alors, il va peut-être avoir besoin des petits morceaux qui sont tout tortillés là. Mais sûrement que ça va disparaître. Et puis, la poussière aussi qui va tomber. Il faut tout récupérer et on récupère. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on a récupéré. C'est toujours le cas actuellement. Hein. Pas toujours, oui, je connais. Tous les orfèvres le font. Hein. Alors, le règlement d'ailleurs était aussi cruellement sévère envers les faux monnayeurs. Là, je ne parle pas des faux monnayeurs, mais là, je vous le dis parce que c'était quand même très drôle. Ils étaient, enfin drôle, pas pour eux, ils étaient condamnés à être bouillis, traînés et pondus. Et pour l'anecdote à Tours, en 1487, il y a eu une condamnation de ce genre. Alors, l'argent, c'était la même chose. J'ai mis des feuilles d'argent là. Ah. Alors voilà une image que j'ai trouvée. On voit un batteur d'or. Alors vous voyez, il a une petite table, il a une espèce de marteau qui doit être un petit peu arrondi, mais très lisse, et peut-être même qu'il y a un petit coussinet dessus, parce qu'il ne faut pas trouer l'or. Et il avait une petite bille d'or là devant lui, et il tapait dessus jusqu'à, c'est très malléable l'or, jusqu'à obtenir une feuille. Vous voyez, on voit là la feuille, mais lui ce qu'il obtient, c'est pas cette forme-là. Hein. C'est n'importe comment un petit peu, mais c'est très fin, il faut qu'il obtienne une certaine finesse. On voit celui-là, là, il a un couteau à la main et il est en train de retailler la feuille. Et ensuite, il les met dans un cahier, puis il tourne chaque page comme ça. C'est toujours comme ça. Il n'y en a plus 4 par page, il n'y en a qu'une par page, il n'y en a qu'une par page. Pour une feuille de soie. Alors au sujet de l'or, on s'aperçoit que la municipalité n'en était pas avare lorsqu'il s'agissait de fêtes ou de spectacles. Elle commandait facilement à des artistes peintres des décors richement enluminés. Ce n'étaient pourtant que des décors. Des bannières aux armes des rois qui faisaient leur entrée dans la bonne ville de Tours, des décors pour les mystères que l'on jouait alors sur des échafauds, les robes des maires et échevins que l'on enrichissait de fils d'or. Alors, une fois utilisés, que devenaient ces bannières et ces décors richement dorés? On se le demande. Ils ne les réutilisaient pas parce qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau qui rentrait, hop, il fallait tout refaire. Alors, il fallait bien terminer ces beaux livres d'heures, et alors, il fallait des reliures, des belles reliures. Donc, je vous ai mis là. Alors, il y avait d'abord 2 planches qu'on appelait des EAIS, des E. Et puis le livre était avec des aiguilles, on traversait toute la quantité de... C'était des petits cahiers, hein, c'était pas des feuilles, c'était des petits cahiers de 4, enfin d'une feuille double. Et reliés par du nerf, je pense que du nerf de bœuf. Hein. Ensuite, les haies étaient recouvertes soit d'une très belle peau, d'un beau cuir, soit de plaques d'ivoire très travaillées. Là aussi, des plaques d'ivoire et même beaucoup de pierres précieuses. Et alors, une fois le livre ouvert, il fallait bien tenir la page. Alors vous avez vu ça dans les livres actuels, les beaux livres actuels, il y a encore des petits signets là, qui sont comme ça, et il y en a des très beaux. Et là, j'ai retenu ça parce que c'était joli. Certaines de ces petites ficelles étaient agrémentées de cette petite chose qu'on appelle le lac d'amour. Alors, lac d'amour au ruban de tissu noué sur lui-même et formant un 8 couché. Il est le symbole de la véritable et indissoluble amitié, de la foi jurée et inaltérable, de par sa forme. Si on tire sur les 2 extrémités, le nœud se resserre et devient indénouable. C'est pas joli? Beau, hein? En marine, on appelle ça un nœud de vache. Oh ben oui, alors t'es romantique toi, alors là franchement. Oui, tu sais rien. Tu casses tout. Voilà. Bon, alors je vais vous parler de la palette de Jean Fouquet un petit peu. Voilà, ça c'est tiré des heures d'Étienne Chevalier. Alors, vous voyez dans cette... ça fait la hauteur d'une main, il ne faut pas croire que... Alors, il y a 12 anges.
2, 4, 6, 8, 10, 12, qui entourent le Christ. Il y a 2 anges en dessous qui disent ce qui se passe à la foule et qui dit que le Christ ne reviendra qu'au moment du jugement. En dessous, il y a Saint-Pierre, il y a la Vierge, il y a Saint-Jean, Sainte-Madeleine en vert, parce que ça, le vert n'est pas une couleur de pureté. Tout est symbolique, hein, et Saint Paul au centre qui explique le miracle. Alors on peut quand même remarquer le peu de couleurs utilisées. On a remarqué qu'il utilisait très peu de couleurs, hein, mais judicieusement employées. Le magnifique bleu foncé domine, du bleu de lapis lazuli, le pigment le plus cher, et c'est parce qu'il est le plus cher, une idée de ce qui se fait le mieux, que le manteau de la Vierge, les ailes des anges, les manteaux des apôtres, et tout ce qui est sacré a droit à cette couleur. Tout ce bleu intense de lapis lazuli est rehaussé de traits alors fins. On les voit, hein? Vous les voyez. L'historien Michel Pastoureau, dont tout le monde a entendu parler, je suppose, dit au sujet de la couleur: pour l'œil médiéval, ce qui fait le sens ou l'enjeu d'une couleur n'est pas à chercher dans sa nuance, mais dans sa densité, son opacité ou sa transparence, sa texture, son éclat, sa brillance ou sa matité. J'ajouterai son coût pour certaines, et ce n'est pas anodin. Seuls les plus riches pouvaient se les offrir, et c'était les flatter que d'en utiliser, ce que Jean Fouquet a fait largement, avec le lapis lazuli et l'or par exemple. Il y en a partout dans les œuvres d'Étienne Chevalier. Alors, maintenant, je vais vous faire voir. Ça, c'est tiré encore des œuvres d'Étienne Chevalier. Oui. Alors là, c'est pour vous montrer. C'est Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est pour vous montrer. On voit donc il était allé à Paris, on le sait. Alors il a mis Notre-Dame de Paris. Là, c'est le pont Saint-Michel qui est couvert. Et là, le chapelet. Alors ils disent le Châtelet, je ne sais pas si c'est ça ou ça. C'est plutôt de l'autre côté. Ou ça peut-être. Oui. Voilà. Donc, il remarquait bien toute l'architecture qui était autour de lui, hein, et il l'utilisait. Et notamment, celle-ci qui est extraordinaire, c'est une belle architecture de Notre-Dame de Paris, précise, et une connaissance évidente de la perspective. Regardez un petit peu. Donc ça, c'était parfait, donc il avait une grosse connaissance aussi de ça. C'est rare à l'époque. Bah si, parce que Brunelleschi l'avait trouvé en Italie, comme il était allé en Italie, il l'a appris tout de suite. Hein. Alors, les spécialistes, tout à l'heure on a vu la cathédrale, on a vu le Châtelet, tout ça, disent que ce sont certainement les plus anciennes représentations de ces monuments-là dans l'art de la peinture. Donc, vous voyez, il était à la pointe. Hein. Alors, maintenant, il n'a pas fait une petite erreur là. Alors ça, c'est les rois mages, mais l'un est représenté par Charles VII, le roi. Alors je vous ai mis Charles VII là, son portrait. Et vous voyez, il a la même un haut là, le même haut. Il n'a pas son chapeau sur la tête, mais il a le col de fourrure là. Il a son grand nez, ses petits yeux. Voilà. Et voilà. Alors. Les rois mages. Donc, c'est censé, il y a la Vierge, il y a l'enfant Jésus, c'est censé être une grange. Ben ça, d'accord, c'est une grange. Imaginez-vous qu'il y ait une armée comme ça, avec des casques et des armures, non? Et puis ça ressemble plutôt à un château de Touraine. Je ne sais pas lequel, mais ça ressemble. Hein. Donc, c'est peut-être pas la Touraine, c'est un château du coin. Hein. Donc, il a fait une petite erreur, j'espère qu'on lui pardonne. Oui. Bon. Il manque Balthazar. Là. Ah bah alors, je sais pas. Ah bah si, ils sont là. Attends, il y en a un là. Alors maintenant, je vais vous faire voir quelque chose de magnifique. Voilà son autoportrait. Son autoportrait. Si ses œuvres ne sont pas signées, il nous a offert son magnifique autoportrait qui vaut toutes les signatures du monde. Une trentaine d'années, moi je dis, je sais pas, hein. Le visage long, les lèvres épaisses, les yeux fixés sur le miroir. Il s'agit d'un médaillon en cuivre émaillé de noir et d'un camailleux
d'or. Mais il n'est pas plus grand que ça. Hein. Là, il est grand parce que j'ai grandi, mais il n'est pas plus grand que ça. Celui-là, c'est pas super beau. C'est très beau, hein, vraiment très beau. Voilà, donc je vous ai dit tout ce que nous savions, je vous ai pas fait tout son travail, hein. Mais maintenant on va passer à ce que nous ignorons. Tout à l'heure on vous a parlé de tout ce que nous savions, je vous ai parlé de son art, et voilà de ce que nous ignorons, parce qu'on en ignore beaucoup de choses. Alors, où a-t-il appris son art, même s'il était fort doué au départ? Il a vécu donc au XVe siècle, pendant environ 65 ans. Son premier portrait attesté se situe vers 1440. Ce qui fait que vers 30 ans, il est déjà maître de son art sans que l'on sache d'où il tient sa maîtrise. Bien que diverses hypothèses aient été avancées, on peut se demander pourquoi, alors ça c'est un de mes avis à moi, mais pourquoi il n'aurait pas appris son métier tout simplement au scriptorium de Saint-Martin, toujours actif au XVe siècle, et son talent et ses voyages ont fait le reste. Vous savez, quelqu'un qui est doué, hein, un métier ça s'apprend, mais le talent, ça s'ajoute. Et lui, le talent, il l'avait. Alors, pour quelle raison est-il allé en Italie? Certainement, on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être c'est le Quattrocento italien qui était le principal attrait artistique de l'Europe, mais on n'en sait rien du tout. Hein. Et par quels moyens? Alors, moi j'ai cherché la route pour l'Italie. Voilà. Alors, c'est une voie qu'on appelle la Via Francigena, qui date de 1990. Alors celle-là, elle part d'Angleterre, elle passe par la France, vous voyez, Besançon, elle traverse la Suisse, elle arrive en Italie et jusqu'à Rome. Évidemment, ça c'était le chemin qui devait être très balisé, très sûr, et de là, toutes sortes de routes pouvaient... Alors, la tour étant là, il y avait certainement une route, je pense, qui allait vers Besançon. Il n'allait pas vers Lausanne, il allait vers Besançon. Et après, bon, il a peut-être pris cette route-là, il n'y en avait pas d'autre de toute façon. Et il faut dire aussi qu'en traversant là, on pouvait retrouver, si on voulait faire un pèlerinage très, très complet, la Terre Sainte en traversant là. Et je vous ai trouvé un truc. Voilà des pèlerins. Ça c'est à Florence. Ils sont sur la Via Francigena justement. Alors il y en a qui sont sur un âne, il y en a qui sont à pied. Celui-là est sur un cheval, je crois. Celui-là, il a mis son chien sur le cheval. Il tire le cheval. Et ils ont des bâtons, ils avancent. Enfin voilà, c'est des pèlerins sur la route. Alors sur sa famille, peu de renseignements. Vous avez entendu Idlet, mais on peut trouver un jour un renseignement de première importance. Il reste tellement d'interrogations. Voilà. En Touraine, la Pietà, c'est un grand tableau à l'huile qui est dans l'église de Nouan-les-Fontaines. Alors, c'est magnifique. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne savez pas quoi faire demain. Vous pouvez y aller. Voilà, je termine. Je ne veux pas vous lasser. Je vous remercie de votre attention. Et voilà.